Donc je me suis inscrite en tant que bénévole dans une maison de quartier et j'accompagnais, le soir après l'école, on avait les enfants qui venaient et là on les aidait en fait à faire leurs devoirs. On s'est rendu compte sur notre site que le temps d'attente pour obtenir un premier rendez-vous était d'environ 15 jours. Et c'est vrai que dans les impératifs de la collectivité, il y avait le souhait de réduire ce temps de premier accueil à 48 heures. Ce qui est souvent pas suffisamment identifié pour quelqu'un qui passe un concours pour la première fois, c'est toute la question de la posture, de l'attitude et du non-verbal, qui vraiment, je pense, impacte aussi à l'oral, au-delà des connaissances. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des jeunes fonctionnaires pour transmettre leur ambition pour la chose publique. En revenant d'abord sur leur parcours personnel, on essaie de comprendre le cheminement pour devenir fonctionnaire. Ensuite, on se concentre sur leur poste et sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, des conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour de Kadiatou Sissoko de revenir sur son parcours. D'abord assistante sociale pendant plus de 5 ans au sein du conseil départemental du Val-de-Marne, elle y est désormais attachée territoriale et y intervient sur des missions sociales. Réussir à prendre en charge la diversité des demandes des usagers, les aider à progresser, leur apporter une réponse toujours adaptée, voilà ce que l'on va approfondir dans cet épisode. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast et à le partager à 2 personnes autour de vous, si vous aimez le contenu, car ça aide pour la visibilité. Enfin, ce podcast est produit avec le soutien de la CASDEN, la Banque des agents de la fonction publique. Bonne écoute. Bonjour Kadiatou. Bonjour David. Merci d'être présente aujourd'hui pour parler de ton parcours. Merci à toi. On va parler du métier d'assistant social, de tout cet univers du social. Je vais d'abord te présenter et on parlera de tes motivations pour rejoindre ce corps. Kadiatou Sissoko, tu es né en août 87 à Choisy-le-Roi. Tu commences le post-bac en 2007 en préparant un diplôme d'assistante sociale à l'École supérieure de travail social pendant 3 ans. Et en même temps, en double cursus, tu suis une licence en sciences de l'éducation à l'Université de Nanterre. Tu en sors diplômé en août 2010 et tu commences alors à travailler en tant qu'assistante sociale pendant plusieurs années pour le département du Val-de-Marne, ton département d'origine. En 2015, tu intègres l'Institut régional de travail social, l'IRTS de Neuilly-sur-Marne, pour passer un diplôme de chef de service, le CAFERUIS, qui correspond au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. Et tu suis cette formation de nouveau en double cursus pendant 2 ans, avec un master à Nanterre spécialisé intervention et développement social. Pendant cette période, tu fais d'ailleurs un stage de 5 mois en tant que chef de service au sein d'une association en charge de la protection de l'enfance. Tu sors diplômé de l'IRTS en 2017 et tu deviens alors responsable adjointe de service social, toujours au département du Val-de-Marne. Pendant plus de 4 ans, tu exerces ces fonctions avant de devenir responsable de l'espace départemental des solidarités en janvier 2022, poste que tu occupes désormais. À côté de ça, tu es aussi formatrice à l'IRTS pour des formations d'assistante de service social depuis septembre 2014 et depuis fin 2021, tu es à la fois secrétaire générale de l'association Les Maltraitances, moi j'en parle, qui intervient sur le thème de la protection de l'enfance et de la sensibilisation à la maltraitance infantile, et tu es aussi mentor au sein de la Cordée, et qui promeut la diversité sociale dans la fonction publique. Kadiatou, c'est quoi ton plus beau souvenir sur ton parcours personnel ? Un souvenir qui m'a marqué en fait, et aujourd'hui encore, je pense que c'est un peu illustratif de tout ce que je fais. J'avais 8 ou 9 ans, j'étais à l'école élémentaire. J'étais une élève plutôt studieuse, j'étais très intéressée en fait par les apprentissages et par tout ce qui était lecture, etc. Enfin voilà, moi j'ai aimé aller à l'école quand j'étais petite, mais j'avais aussi de très bons enseignants. En parallèle, j'avais mon frère qui avait 1 an de plus que moi, qui lui, c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que l'école, c'était pas trop son truc. Il a pas trop accroché avec l'école et c'est vrai que souvent, il y avait un comparatif qui était fait... je pense pas forcément volontairement, mais par les enseignants. Et il y a eu un soir où il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider à préparer ma dictée ? J'ai envie d'avoir une bonne note. Voilà, j'en ai marre d'avoir des mauvaises notes, d'être un peu le cancre, entre guillemets, de la classe. Et donc, j'avais passé la soirée, en fait, à l'aider à préparer sa dictée. Vraiment, on était en séance, ça faisait un peu répétition, quoi. J'étais un peu l'enseignante et lui l'élève. Et on a travaillé cette dictée. Et puis, 1 semaine après, pendant que j'étais dans ma classe, l'enseignant de mon frère qui est venu me chercher, qui m'a dit
Est-ce que tu peux venir avec moi dans ma classe, etc. Donc moi au départ je savais pas trop. Mon enseignant il dit ok, donc j'y vais. Et en fait il m'a fait venir dans la classe et c'était pour me féliciter d'avoir aidé mon frère à avoir préparé sa dictée parce qu'il avait eu une très bonne note. Et moi j'étais j'étais très émue de ça parce que pour la première fois en fait je voyais mon frère heureux à l'école en fait. Et ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Waouh, une première expérience d'accompagnement d'une certaine Bah, manière. en fait, c'est ça, c'est-à-dire que naturellement, spontanément, on a passé du temps ensemble pour l'aider à préparer sa dictée. Et bah, le fait de voir qu'il y avait je dirais pas une récompense, mais Une progression. qu'il ait réussi, en fait, à réussir son exercice et à être reconnu, enfin voilà, dans ce qu'il a fait, bah, c'était bien. La question, c'est est-ce qu'il a continué après? Est-ce qu'il a continué après Est-ce que ça a réussi au final? Est-ce que ta Alors, première action a Alors, débouché sur quelque sur le chose? coup, ça a fonctionné, mais par la suite, pas forcément, parce que je pense que quand on est à l'école et quand on est enfant comme ça, on a besoin d'avoir autour de soi des adultes qui nous encouragent, des adultes qui nous poussent. Et il s'avère que bah, nous, on n'avait pas la chance d'avoir des parents qui savaient lire et écrire, hein, donc c'était pas, il n'y avait pas cette possibilité, en tout cas dans la famille, d'avoir cet accompagnement. Et la différence peut-être entre lui et moi, c'est que moi j'ai eu très vite, très tôt, bah, des enseignants qui m'ont amené dans ces apprentissages, qui ont pris le temps avec moi pour bien m'expliquer les choses et pour m'encourager, ce qui n'a pas été forcément le cas pour lui. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui joue aussi dans les trajectoires scolaires. Ok, ok. Bon, sur le rôle de l'enseignant, on le verra quand on abordera peut-être un épisode avec un enseignant. Mais là, on est sur toi, Kadiatou. Ouais. Quand j'ai préparé ta petite biographie de présentation, j'ai vu que tu avais intégré l'université en 2007. Et pourtant, tu es né en 87. Donc, qu'est-ce que tu as fait entre le moment où tu as eu ton bac et ce moment où tu rentres dans l'enseignement supérieur? Après le bac, donc bon, déjà j'ai passé un bac littéraire. Après le baccalauréat, j'avais pas trop idée de ce que je voulais faire. En fait, j'avais plusieurs métiers en tête. Voilà, bibliothécaire, psychologue, enseignante. Enfin voilà, je savais pas trop. Et j'ai travaillé pendant toute une année, voilà, dans une enseigne de restauration rapide, le McDonald's, hein, je peux le dire. Et donc pendant un an, j'ai travaillé chez McDonald's. Moi, c'était une expérience hyper enrichissante parce que c'était une expérience professionnelle. Ça m'a appris aussi à travailler en équipe, à être réactive. Enfin, j'ai découvert voilà le milieu professionnel. Et puis surtout, c'était mes premiers salaires, donc mes premiers sentiments, on va dire, d'indépendance De et de responsabilité, liberté, de ouais. responsabilité. Enfin voilà, j'ai fait cette expérience d'un an. Et ensuite, j'ai rencontré mon compagnon qui, lui, venait du Sud-Ouest. Et je l'ai suivi dans le Sud-Ouest, plus précisément à Biarritz, pendant un an. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai pas tout de suite trouvé d'emploi. Et donc, j'ai décidé de faire du bénévolat parce que ça m'était un peu insupportable de ne pas pouvoir faire grand-chose. Donc, je me suis inscrite en tant que bénévole dans une maison de quartier. Et j'accompagnais, enfin voilà, le soir après l'école, on avait les enfants qui venaient et là on les aidait en fait à faire leurs devoirs. On faisait aussi des activités, mais c'était principalement quand même de l'aide aux devoirs. Et cette expérience, c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée, mais toujours parce que voilà, on voit des enfants en difficulté, on les voit progresser, ils nous font confiance. Il y a des résultats, enfin ça crée, enfin il y a du plaisir en fait. Et puis je me suis dit, bah, tiens, je me verrais bien dans ce type de boulot-là. Je me suis renseignée, je suis rentrée, j'ai regardé un peu sur Internet, travailler avec les enfants, j'ai regardé un peu les profils. Mais il y avait tellement de choses que c'était un peu compliqué de bien identifier. Donc je suis partie à la mission locale. J'ai pris rendez-vous, j'ai rencontré une conseillère qui m'a dit, en fait, elle m'a fait faire un petit test. Dans ce petit test, on avait pas mal de métiers du social qui revenaient, dont celui d'assistante sociale. Et elle m'a dit, bah voilà, est-ce que ça te correspondrait d'aller vers ce type de métier? Regarde la fiche de poste. Et puis si ça te dit, je peux te proposer de faire des temps d'essai, enfin de stage, des sortes de stages dans des structures sociales auprès d'assistantes sociales. Et si à l'issue de cette période d'immersion, ça te convient, ben, voilà, il y a un concours à passer pour entrer en école d'assistante sociale et du coup j'ai fait cette immersion et j'ai passé le concours et j'ai intégré l'école d'assistante sociale.
Au final, tu te retrouves à reproduire un peu cette expérience que tu as eue avec ton frère plus tôt, mais là, de manière bénévole pendant quelques mois. Et donc, tu as cet effet bascule, cette envie vraiment de faire ce cursus-là, assistante sociale. Alors, j'ai dit université, mais c'est un double cursus. Comment ça se déroule un petit peu? Comment, en 3 ans, on devient assistante sociale? Alors, il faut savoir que les écoles d'assistante sociale ne sont pas toutes en double cursus, hein. Là, c'était un choix d'aller dans cette école-là qui proposait le double cursus, tout simplement parce que la licence sciences de l'éducation, ça m'intéressait. Voilà, d'avoir aussi un pied dans l'université, je trouvais ça intéressant. Et en fait, très concrètement, on a 3 années de formation en tant qu'assistante sociale. Il faut savoir que c'est une formation où on a de la pratique. Donc, on a moitié théorie, on va dire, moitié pratique, où on est sur des terrains de stage. Et la licence commence en 2e année. En fait, c'est la 2e et 3e année. Et on est sur des regroupements, voilà, un jour par semaine, on est à la fac pour préparer la licence. Et le reste du temps, on est plutôt sur la formation assistante sociale. Donc une formation très professionnalisante. Est-ce que tu aurais aimé continuer ou tu avais vraiment cette recherche de OK, je veux travailler maintenant, j'ai envie d'avoir de la pratique, de retrouver un peu ce sentiment de responsabilité, de liberté, et donc je me mets directement sur le marché du travail à l'issue de la licence. À l'issue, moi, j'étais très pressée de travailler. En fait, voilà, c'est très intéressant d'être sur tout ce qui était théorie parce qu'on apprend énormément de choses, hein, c'est vrai. Mais j'ai été pressée de travailler. Voilà, en plus, j'étais boursière du département. C'est-à-dire qu'en 2e année de formation, j'ai candidaté pour être boursière parce que la collectivité proposait des bourses en fait aux étudiants en école de travail social. Donc pendant un an, le département s'engageait à nous donner une rémunération, enfin une gratification. Et en échange, on devait 2 années de travail au sein de la collectivité. Donc une fois que j'ai été diplômée, j'ai tout de suite intégré le département en tant qu'assistante sociale. Et voilà, ça faisait partie déjà du contrat. Puisque ça correspond à une compétence du département, est-ce que le fait qu'il y ait une gratification, ça veut dire en creux qu'il y a peut-être un manque d'attractivité ou en tout cas vraiment un souhait de transformer les personnes qui rentraient dans cette formation-là pour leur donner les meilleures conditions matérielles pour vraiment aller jusqu'au bout de la formation et ensuite aider la compétence du département sur ce sujet-là? Alors, à l'époque, je dirais que c'était vraiment une volonté de la collectivité de soutenir en fait les étudiants en travail social. C'est vrai que c'est une compétence, c'est la compétence principale du département. C'est un engagement. C'est un vrai engagement du département de soutenir les formations sociales. Il faut savoir que c'est une collectivité qui a une politique sociale forte, vraiment. Et ces bourses qui étaient proposées, elles étaient très demandées, hein. C'était vraiment une sélection parce que c'était une rémunération qui était quand même presque à hauteur du SMIC, hein. Donc pour un étudiant, ça permet de ne pas être dans l'obligation de travailler à côté. Ça permet de pouvoir se concentrer sur ses cours, sur ses stages et en plus d'avoir à la clé un premier poste. D'accord, donc un vrai engagement aussi pour la fonction publique. C'est une question que je pose souvent, c'est est-ce que tu souhaitais être fonctionnaire, puis travailler dans le domaine du social, ou est-ce qu'en fait tu voulais plutôt travailler dans le domaine du social, quitte à ce que ça soit dans une asso, dans la fonction publique, puis peut-être, si jamais c'est le cas, d'accord, devenir fonctionnaire? Alors, je souhaitais travailler dans le social. D'ailleurs, pour tout dire, je n'avais aucune idée de ce qu'était la fonction publique et de la particularité de la fonction publique, à tel point que quand je suis arrivée sur le poste pour travailler et qu'on m'a expliqué qu'il fallait passer un concours, j'avais pas trop bien compris au départ. C'est-à-dire que voilà, je sortais de 3 ans de formation, je venais de valider mon diplôme d'assistante sociale, je venais de valider ma licence. Voilà, je commence à travailler et là, je me dis, il y a un concours, mais pourquoi faire? C'est-à-dire que à l'époque, en tout cas, j'avais pas intégré les notions de contractuel, de titulaire, etc. Mais l'avantage, c'est comme je sortais d'école, je me suis assez rapidement mise dans la préparation du concours qui était proposé par le CNFPT et je l'ai passé dans la foulée et avec du travail et un petit facteur chance, je l'ai obtenu quasiment tout de suite en fait, le concours. D'accord, tu deviens titulaire et d'ailleurs tu t'y plais tellement bien que encore aujourd'hui tu es dans ce département-là. Mais ça, on y reviendra dans la partie 2, plutôt sur aussi les perspectives du métier d'assistant social. Je voulais revenir cependant sur un point important.
c'est que tu es à la fois dans une association à côté. Les maltraitances, moi j'en parle, et aussi en tant que mentor à la Cordée. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces deux expériences et aussi pourquoi tu as souhaité t'investir dans ces deux associations? Alors, l'investissement au sein de l'association Les Maltraitances, moi j'en parle, c'est vraiment parce que le sujet de la protection de l'enfance, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Voilà. Déjà, en tant qu'assistante sociale, on est amené à accompagner les familles, les enfants qui sont aussi en situation de danger, etc. Donc, c'est vrai que, on va dire que je connaissais déjà un peu le sujet et que quand j'ai découvert cette association, je me suis renseignée de près. Et quand j'ai vu que l'association proposait des actions de sensibilisation directement auprès des enfants, en ayant aussi un volet formation des adultes, des enseignants notamment, ça correspondait à un constat que j'avais fait sur le terrain en tant que professionnel du social, c'est-à-dire des signalements qui nous arrivaient avec des situations d'enfants déjà abîmés parce que pas suffisamment signalés précocement, pas suffisamment détectés. Et c'est souvent quand il y a un passage à l'acte de l'enfant, notamment au sein de l'établissement scolaire, puisque la plupart des informations préoccupantes, enfin des signalements, nous viennent quand même des établissements scolaires. Voilà, du coup, on se rend compte que le travail préventif n'a pas forcément été fait et que les enfants, en fait, n'ont pas la possibilité de verbaliser leurs difficultés parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils vivent. Voilà, ils grandissent on va dire, dans des systèmes familiaux où la violence, elle est plutôt habituelle, plutôt quotidienne. Pas pour tous les enfants, bien évidemment, parce que la maltraitance infantile, elle prend plusieurs formes, mais c'est pour que ce soit plus simple dans la compréhension. Et donc, le fait que l'association aille auprès des enfants pour leur expliquer c'était quoi la maltraitance infantile, etc., je trouvais que c'était une action forte, parce que qui mieux que les enfants, les premiers concernés, en fait, pour pouvoir réagir, en fait, et mieux se protéger. Et l'autre constat, c'était celui de personnel de l'éducation nationale qui n'était pas formé sur ces questions-là et qui se retrouvait aussi démunis, désemparés face à des enfants pour lesquels ils ont des inquiétudes. Voilà. Ok, aujourd'hui, donc tu es secrétaire général de cette association. Les objectifs de cette association à terme, c'est de continuer à avoir encore plus de classes d'enfants sensibilisés et donc bien sûr de réduire les chiffres des signalements à terme. Oui, en fait, l'objectif qu'on a, c'est vraiment de toucher un maximum d'enfants, le plus large possible. D'ailleurs, on intervient sur tout le territoire national, y compris les Outre-mer, et de former aussi un maximum d'adultes qui sont amenés à travailler avec les enfants. Je précise quand même, parce que c'est important de le préciser, que notre démarche, elle n'est pas du tout... on est dans une démarche de concertation aussi avec les parents. On a aussi une branche parentalité qu'on a ouverte depuis peu, parce qu'on trouve que c'est important aussi de parler aux parents, puisque la maltraitance infantile, dans un certain nombre de cas, ce sont des dysfonctionnements qui vont être liés à des pratiques éducatives qui sont pas adaptées en fait et qui sont pourtant à l'œuvre. Et nous, on tient à ne pas être en opposition. On n'oppose pas les parents et les enfants. C'est un travail ensemble, les parents, les enfants et les institutions. Donc, parce que les parents pourraient inconsciemment en fait pratiquer de la violence infantile. C'est-à-dire qu'on a des parents qui sont violents avec leurs enfants sans le savoir, oui. Sans conscientiser que ce qu'ils produisent, c'est de la violence. Est-ce que tu as un exemple Par exemple, les violences éducatives ordinaires, qui sont d'ailleurs interdites depuis juillet 2019, mais il y a eu tout un débat autour de est-ce qu'on peut, on peut être autorisé à mettre une fessée à son enfant. C'est pour l'éducation, c'est pour faire en sorte que mon enfant puisse s'intégrer plus facilement en intériorisant des règles. Et dans un but éducatif, on va commettre de la violence. Il faut savoir que la fessée, ça reste une violence physique et qu'il y a certaines études qui ont été faites aux États-Unis qui ont démontré en fait que des enfants qui ont régulièrement des fessées sont des enfants qui peuvent avoir tendance à être un peu plus violents que les autres enfants. Voilà. C'est aussi tout ce qui est les violences psychologiques, c'est-à-dire que quand on crie régulièrement sur son enfant parce qu'on trouve qu'il n'écoute pas,
quand on sanctionne systématiquement son enfant parce qu'il n'a pas réussi à faire un devoir, quand on met une pression un peu psychologique pour que son enfant réussisse dans les matières qu'on souhaite, hein, soit à l'école, soit sportivement d'ailleurs. Hein, voilà, on veut faire de son enfant... on a un projet pour son enfant dans lequel on inscrit l'enfant et dans lequel on insiste et dans lequel on met une pression. C'est aussi une forme de violence éducative puisque c'est de l'ordre des violences psychologiques, sachant que les enfants sont considérés comme des êtres vulnérables puisqu'ils n'ont pas de capacité de se défendre seuls et que depuis la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, les enfants ont aussi des droits et dans ces droits, ils ont aussi un droit à la protection. Et donc, ça rentre un peu aussi dans ce cadre-là. Ok, super intéressant. J'espère que ça va résonner chez nos auditeurs, en les faisant réfléchir sur leur enfance, mais aussi pour certains, sur leur statut de nouveaux parents. À côté de ça, tu as un engagement à l'accorder. Est-ce que tu peux rappeler ce que fait cette association et comment tu y contribues ? Oui, j'interviens en tant que mentor au sein de l'association L'Accordé. Donc, c'est une association qui vise à promouvoir la diversité sociale au sein de la fonction publique. Donc, ils ont plusieurs programmes, hein, faire connaître la fonction publique, accompagner des demandeurs d'emploi, des étudiants à passer des concours et à intégrer la fonction publique. Et dans le cadre du système de mentorat, effectivement, je suis amenée à accompagner des personnes qui souhaitent intégrer la fonction publique et je les aide en fait à préparer les concours notamment. Et pourquoi c'est important? Parce que dans les concours, il y a aussi, mais j'ai envie de dire dans les concours, mais dans la fonction publique hein, aussi, il y a des codes hein, qu'il faut aussi intégrer et que quand on n'a jamais été en lien avec des fonctionnaires ou quand on ne connaît pas du tout la fonction publique, eh bien parfois, pour passer le palier en fait, de l'intégration dans la fonction publique, on peut se retrouver un peu bloqué. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est d'aider ces étudiants, ces personnes-là, à lever les freins qu'ils peuvent rencontrer dans l'accès à la fonction publique. Et c'est très enrichissant parce qu'on apprend aussi des choses. C'est-à-dire que même moi, en tant que mentor, je suis amenée à accompagner des étudiants qui ne sont pas forcément dans ma filière, qui ne passent pas forcément les mêmes concours que j'ai passés. Et c'est d'ailleurs là qu'on se rend compte que finalement, quand on souhaite intégrer la fonction publique, on a quand même comme base commune la volonté de travailler pour le public, en fait, quel que soit après le domaine. Au-delà de l'intérêt général, c'est peut-être plus précisément autrui, l'usager qu'on va avoir en face de nous. Toi, typiquement, c'est plutôt les familles, parents et enfants, mais ça peut être, quand on travaille dans d'autres collectivités locales, l'usager commun, le senior, l'adulte, etc. Et je mettrai bien sûr les informations sur l'Accordé en description. Et donc, si vous voulez devenir mentor, bien sûr, vous n'aurez qu'à suivre le lien. Dernière question avant de basculer vraiment sur le métier d'assistant social, même si on l'a déjà beaucoup évoqué. Un objet, une œuvre d'art, un livre, un film, quelque chose qui, selon toi, représente bien ce qu'est le métier d'assistant social. Oui, alors je dirais le livre Mon bel oranger de José Moro de Vasconcelos. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans une famille très pauvre, dans une favela au Brésil, et qui broie du noir, qui va pas très bien, et qui fait la rencontre d'un monsieur qui se noue d'amitié en fait avec ce monsieur-là, enfin, qui se lie d'amitié avec ce monsieur. Et petit à petit, ce petit garçon, il retrouve du bonheur, en fait, du plaisir à vivre. Et puis finalement, il évolue. Voilà, c'est un petit garçon qui sort un peu de sa dépression, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, pour aller mieux. Et pour moi, l'assistante sociale, elle peut aussi être... représenter ce monsieur dans le parcours d'une personne, c'est-à-dire être là à un moment un peu inattendu et redonner de l'espoir. Être un élément déclencheur, pouvoir vraiment faire progresser, faire revenir la personne peut-être sur le chemin. Et ben c'est ce qu'on va aussi voir avec cette partie 2 sur les missions que tu réalises en tant qu'assistante sociale, pour peut-être aussi encourager certaines personnes à tenter ce concours, à rejoindre cette politique publique. Kadiatou, tu commences à travailler en tant qu'assistante sociale pendant 5 ans, puis tu deviens responsable adjointe de service social pendant 4 ans, et enfin responsable de l'espace départemental des solidarités en janvier 2022. D'abord, une assistante sociale, comment tu définis ce métier ?
Comment on définit le métier d'assistante sociale? Je dirais que c'est d'abord un métier du lien, puisque notre outil principal, c'est quand même la relation avec la personne, hein, la relation d'aide qu'on va constituer. On reçoit les personnes qui rencontrent une difficulté à un moment donné dans leur parcours. La difficulté, elle peut provenir de plusieurs aspects, hein. Ça peut être une difficulté sociale liée à une absence de logement, liée à un problème de santé, liée à des situations de violence. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est très très large. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on dit souvent que l'assistante sociale qui travaille au service social départemental, hein, je parle bien des assistantes sociales en collectivité territoriale, sont polyvalentes, elles reçoivent les publics en difficulté, quelle que soit la problématique. Donc un peu les généralistes du social, et après, à partir de là, elles vont faire l'accès aux droits, l'information, l'orientation et l'accompagnement de ces personnes de manière plus large jusqu'à ce que ces personnes gagnent en fait en autonomie, ou du moins en tout cas que la difficulté rencontrée ne soit plus d'actualité en fait, hein, qu'elle n'existe plus. Est-ce que souvent c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent ou toi quand tu arrives en 2010 sur ton premier poste, en fait tu as 6 mois, 1 an d'apprentissage vraiment parce que à chaque fois c'est des cas très particuliers et tu te fais cette expérience, cette culture, cette veille de l'évolution des politiques sociales en logement, financier, recours aux droits, etc. Comment tu arrives vraiment à être à l'aise sur ton poste en fait? La question de la veille sociale, elle est importante, puisque les politiques sociales, ce sont des politiques mouvantes, hein, qui bougent beaucoup. Et donc, ça nécessite une actualisation, hein. L'assistante sociale, elle doit se tenir informée, en fait, de ces actualités pour pouvoir justement proposer la meilleure information possible aux personnes qui nous sollicitent et ensuite activer les dispositifs les plus appropriés en fonction des problématiques rencontrées par les personnes. Donc, il y a cette veille sociale qui doit être constante. Il y a une adaptabilité aussi qu'il faut absolument avoir sur le poste d'assistante sociale, puisque on peut avoir des problématiques qu'on va rencontrer plus régulièrement que d'autres. Je prends l'exemple de celle du logement, qui sur nos secteurs, en tout cas en Île-de-France, une problématique assez importante. Et pour autant, les situations individuelles ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. C'est pas des réponses automatiques, systématiques, c'est vraiment une évaluation sociale globale qu'on doit faire de la situation de la personne. Et à partir de cette évaluation sociale globale, on va proposer un plan d'accompagnement dans lequel on va associer des partenaires et activer un certain nombre de dispositifs. Donc la personne qui vient voir les services sociaux au département, la première fois déjà c'est un rendez-vous d'évaluation, de bilan, voir les problématiques, et elle revient 2 semaines plus tard, et là toi tu as travaillé parce que tu as du temps face à face public, tu as du temps où tu travailles aussi à côté en bureau. Comment un peu ce parcours usager il se traduit en fait? Alors, il faut savoir que le premier entretien, c'est un entretien d'accueil, c'est-à-dire que on est sur un entretien où on va expliquer quel est notre rôle, on va expliquer aussi les règles auxquelles on est soumise, hein, puisque les assistantes sociales sont soumises au secret professionnel par leur profession, donc ça c'est quelque chose de très important, parce que ça permet de mettre la personne en confiance, elle sait que ce qui va être dit dans le cadre de l'entretien restera dans le cadre de l'entretien, donc c'est vraiment un premier entretien d'accueil où on va recueillir des éléments de la situation. Bon, il y aura forcément les éléments que la personne va transmettre et il y a aussi les éléments que l'assistante sociale va déceler. Voilà, on dit souvent qu'il y a la demande explicite et il y a la demande implicite. Et à partir de l'évaluation de ce recueil de données, l'assistante sociale va proposer un projet d'intervention à la personne et il y aura d'autres rendez-vous qui seront donnés à la suite en lien avec aussi, comme je disais tout à l'heure, hein, des partenaires qu'on va associer aussi dans l'accompagnement de la personne. Dans les modalités d'intervention de l'assistante sociale, il y a effectivement les entretiens individuels avec les personnes. Il y a aussi les visites à domicile, hein, puisqu'on est aussi amené à accompagner des publics en situation de vulnérabilité, en situation de dépendance. Et donc, on a des VAD, des visites à domicile, hein, c'est le petit mot, le VAD. Et ensuite, on va proposer divers rendez-vous avec les personnes, soit en interne, c'est-à-dire à l'intérieur de la structure, dans le cadre d'entretien, soit aussi à l'extérieur. On peut aussi faire des accompagnements extérieurs des personnes. Par exemple, on a un usager qui rencontre une grosse difficulté pour ouvrir un compte bancaire, hein, c'est un exemple que je donne, et que cette personne elle a personne pour l'accompagner, pour l'aider dans cette démarche-là. L'assistante sociale peut, si elle l'évalue nécessaire avec la personne, faire cet accompagnement extérieur. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pouvez rencontrer les personnes dans l'entourage de l'usager? Je ne sais pas, par exemple, pour une personne âgée, vous allez rencontrer ses enfants,
peut-être pour mettre en place des solutions pour qu'elles soient moins dépendantes. Oui, bien sûr. Dans le cas de l'accompagnement social individuel, on va s'appuyer sur les ressources de l'usager, hein. Et dans ces ressources-là, on a bien souvent les membres de la famille. Alors après, il faut savoir que quand on associe des personnes tierces à un projet d'accompagnement, c'est toujours avec l'accord en fait de la De personne l'intéresser, bien concernée. sûr. Et c'est souvent les personnes en fait qui nous disent voilà, j'ai mon fils qui peut m'aider dans cette démarche-là, voilà. Et donc on peut les associer, bien sûr. Là, tu m'as évoqué la relation entre l'assistante sociale et l'usager. Est-ce que, pour autant, toi, tu as aussi des relations entre assistantes sociales, entre assistants sociaux? Parce que vous avez peut-être des cas qui reviennent, il y a une personne qui va plutôt être spécialisée dans une réponse. Quel collectif il y a derrière? Alors, l'avantage dans les services sociaux départementaux, c'est que ce sont souvent des équipes de travailleurs sociaux qui sont d'assistantes sociales en fait, qui vont œuvrer à destination d'un public d'un même territoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les services sociaux de polyvalence sont souvent sectorisés, donc on couvre une ville ou deux villes, voire plus. Et on a du coup un collectif d'assistantes sociales, souvent encadré par un responsable, deux responsables, etc. Donc il y a vraiment du travail d'équipe. D'autant plus que dans ces services sociaux polyvalents, on a aussi du personnel administratif qui vient aussi en aide et en soutien aux assistants sociaux dans l'accueil et l'accompagnement des publics. Donc il y a cette notion de travail collectif qu'on ne retrouve pas forcément, puisque les assistantes sociales, il faut savoir que les lieux d'intervention, les lieux d'exercice sont très nombreux pour les assistantes sociales. On peut avoir des assistantes sociales à l'hôpital, on peut avoir des assistantes sociales dans l'éducation nationale, hein, donc dans les établissements scolaires, à partir du collège. On peut aussi avoir des assistantes sociales en entreprise, et enfin voilà, dans vraiment divers lieux. Et ces assistantes sociales-là, souvent, sont plus isolées. Voilà, par exemple, pour un collège, ça va être une assistante sociale. Bien sûr. Donc le travail collectif d'équipe, on ne le retrouve pas forcément dans tous les lieux d'exercice d'assistante sociale. Et c'est plutôt des personnes expérimentées, parce que là, on se retrouve quand même à traiter des cas différents et il faut peut-être plus de recul. Pas forcément, parce qu'on peut être tout juste diplômé et être recruté hein, sur un poste d'assistante sociale en hôpital, par exemple. On va plutôt intégrer une équipe médicale avec une seule assistante sociale par unité. Donc non, c'est pas rare. D'accord, ok. Tu me dis à plusieurs reprises assistante sociale, tu féminises cette fonction. Est-ce que c'est fait à dessein? Est-ce qu'il y a vraiment un écart assez important entre les hommes et les femmes? Comment toi tu le vois sur le terrain aussi depuis une dizaine d'années? Alors, c'est vrai que j'utilise beaucoup le terme assistante sociale et au féminin, tout simplement parce qu'on est une profession qui est très féminisée. Vraiment, je pense qu'on doit être autour de 80-90% de femmes. Et ce qui m'amène effectivement à être plutôt dans mon expression Très bien, très bien. Non, mais, féminisation ok. du mot. Non, mais qu'on éclaircisse ce point. Il y a quelques hommes. Il y a quelques hommes, voilà, on leur passe le bonjour. Oui, bien sûr. Pour revenir à comment tu traites avec les personnes en direct, est-ce que tu définis ça plutôt comme du curatif, du soin une fois que le mal est fait, une fois que la difficulté est rencontrée, ou est-ce que en tant qu'assistante sociale, tu arrives quand même à faire du préventif? On l'a vu avec ton association, certes, là c'est vraiment du préventif, mais est-ce que toi dans ton quotidien professionnel, vous arrivez à avoir une démarche préventive? Alors, déjà, je dirais que le travail social de terrain, il a évolué hein, entre le moment où j'ai commencé en tant qu'assistante sociale, donc il y a 13 ans, et aujourd'hui, le contexte, en tout cas le contexte sociétal, hein, et l'évolution des politiques publiques a vraiment impacté nos missions. Je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu plus quand même sur le curatif, on a beaucoup moins de temps pour le préventif, mais aussi parce qu'il y a une crise de vocation hein, dans notre secteur et que on peut avoir des manques d'effectifs hein, dans certains services. Et qui dit manque d'effectifs dit on va travailler un peu plus dans l'urgence. Et ce qui ne permet pas d'axer le travail sur le préventif, qui est pourtant indispensable. Parce que plus on intervient suffisamment tôt dans une situation, plus on va réussir à résoudre en fait les difficultés rencontrées. Et aujourd'hui, au regard de l'évolution hein, des politiques, de la rationalisation aussi des budgets, qui est quand même
qui tend vers le bas, du coup, en termes de financement. Qui est d'actualité un peu partout, quand même, hein. Il y a cette question-là. Et le travail social, c'est un secteur qui est difficilement évaluable sur l'aspect de son efficacité, puisqu'on travaille avec des personnes et que les situations des personnes, elles fluctuent. Voilà. Donc, le préventif, aujourd'hui, il est recherché, mais c'est pas toujours possible de le mettre en œuvre. D'accord. Avant de parler de ton évolution en tant que responsable adjointe de service social et aujourd'hui responsable de l'espace départemental des solidarités, je voulais revenir juste sur un public en particulier auquel l'assistante sociale apporte une réponse, l'enfant. Comment vous gérez ça? L'enfant est forcément en situation de fragilité, il a des droits comme on l'évoquait en partie 1. Comment au quotidien t'apportes des réponses avec l'enfant en bout de ligne? Alors, déjà, préciser que l'assistante sociale, dans ses missions principales, elle a toujours la question de la protection des enfants. Voilà. Toujours avoir un œil attentif sur comment ça se passe pour les enfants, comment ils sont impactés ou pas par les difficultés sociales ou familiales que peuvent rencontrer les parents. Et c'est vrai que quand on accompagne les familles en difficulté, donc nous, nos interlocuteurs principaux, ce sont quand même les adultes, hein, ce sont les parents, et aider le parent à comprendre aussi que ce qui impacte les parents impacte de manière générale les enfants aussi, hein, même si les parents ne s'en rendent pas forcément compte tout de suite. Il faut savoir que parfois, c'est vrai que quand on est dans des situations sociales extrêmement précaires, extrêmement complexes, ou alors dans des situations de violence conjugale notamment, il arrive que l'enfant ou les enfants soient un peu mis de côté, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est important du coup pour l'assistante sociale d'amener les parents à pouvoir se recentrer aussi sur la protection de leur enfant. Et être vigilant pour limiter ces répercussions, quoi, qui derrière déstabilisent et créent des nouveaux problèmes C'est en ça. plus en chaîne. Ouais. D'accord. Et après ces 5 années d'expérience sur le terrain, tu t'orientes vers des responsabilités plus élevées pour encadrer des équipes, pour manager. Comment ça se passe un petit peu cette transition? Pourquoi l'encadrement? Il faut savoir qu'au départ, c'était pas un projet pour moi, hein. Moi, j'étais très bien sur mon poste d'assistante sociale, dans l'accompagnement individuel des personnes. Et c'est vrai qu'on avait fait une action collective en 2014 avec un public en situation d'isolement social. Et cette action collective, qui était un projet initié par la collectivité, a montré des résultats hyper intéressants en termes d'apport pour le public. Et j'ai voulu apprendre en fait davantage à monter des projets, à être dans de la conduite de projet. Et j'en ai parlé lors de l'évaluation annuelle que j'ai eue avec ma supérieure à ce moment-là. Et ma supérieure me dit écoute, si tu aimes tout ce qui est conduite de projet, je te conseille de regarder ce que propose la formation de Café Ruisse, puisque dans cette formation, tu as de la conduite de projet. Donc je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait de la conduite de projet, il y avait aussi du management, etc. Donc j'ai demandé auprès de la collectivité à être soutenue dans ce projet de formation. Et ce qui a été accepté par la collectivité. J'ai intégré la formation Café Ruisse de cette manière-là, et j'ai apprécié pendant cette formation toute la partie management, notamment lorsque j'ai fait mon stage en foyer de protection de l'enfance. D'accord, donc à l'issue de cette animation, cette expérience assez inédite pour toi en 2014, là c'est l'autoroute, tes supérieurs te disent oui, bien sûr, fonce, et donc tu peux, pendant 2 ans, suivre cette formation. Je suppose que tu avais un temps aménagé. Oui, en fait, étant donné que j'avais eu un accord de financement de la collectivité, du coup ça s'est intégré complètement dans mon planning, hein. J'avais une semaine par mois de regroupement au niveau de l'établissement, au niveau de l'IRTS, et le reste du temps, j'étais sur mon poste d'assistante sociale. D'accord, et donc ton expérience de 6 mois, ça confirme que c'est ce que tu veux faire? Voilà, l'expérience de 5-6 mois au sein de ce foyer, où pour le coup j'étais à temps plein, là j'étais vraiment sur le stage à temps plein, ça confirme vraiment cette envie que j'ai d'aller non plus seulement vers de la conduite de projet, mais également vers de l'accompagnement d'équipe et du management. D'accord, donc tu dépasses cet accompagnement individuel, et là tu doubles d'une certaine manière, tu continues à faire de l'accompagnement individuel, mais tu fais l'accompagnement d'équipe avec toute l'expérience que tu as. Comment ça se passe cette arrivée en 2017 en tant que manager? Tu as combien d'assistantes sociales dans ton équipe à toi? Est-ce que le début c'est facile? Comment ça se passe?
Donc une fois que j'ai été diplômée, encore une fois, parce que c'est comme ça aussi dans la fonction publique, il fallait passer le concours catégorie A pour pouvoir aller sur un poste d'encadrement. Donc c'est un peu le même schéma que quand j'étais assistante sociale. Donc je sors de ce diplôme, je passe le concours de conseillère socio-éducative dans la foulée. Et donc je suis admise et peu de temps après, j'intègre mon poste de responsable adjointe C'est un concours qui a lieu tous les ans? tous les 2 ans. D'accord. Et en termes de matière? Donc on a une épreuve écrite, voilà, une note de synthèse avec proposition de solution opérationnelle. Et si on réussit la barre de l'écrit, on a un oral. C'est le même format que le concours d'attaché. D'accord, ok. Et donc tu arrives sur ce poste-là en 2017. Comment ça se passe? Alors j'arrive sur mon poste, premier poste de cadre, donc avec des appréhensions quand même, hein, puisque c'est une expérience nouvelle, c'est un autre service, hein, c'est un service nouveau. Donc je suis en lien avec une responsable de la structure, moi je suis l'adjointe, donc c'est plutôt rassurant d'avoir une responsable avec moi au sein de la structure. Et assez rapidement, finalement, on est dans le bain, hein, puisque les services sociaux polyvalents, ce sont des services qui sont où l'activité elle est assez importante, hein, parce que en fait, on accueille un flux de public quand même assez important. Et mon expérience passée d'assistante sociale m'a permis d'être très rapidement à l'aise sur le conseil technique aux professionnels, puisqu'on a une part de conseil technique importante sur ce type de poste-là. Et en même temps, on a des projets à mettre en œuvre dans le service en fonction bien sûr des besoins qui sont repérés. Ça peut être des projets à destination des publics du territoire. Ça peut être aussi des projets internes pour améliorer le fonctionnement et l'organisation du service. Donc on travaille un peu tout ça avec la responsable de l'EDS. Est-ce que tu as un exemple de projet interne que tu as pu mettre en œuvre? Oui, par exemple, on s'est rendu compte sur notre site que le temps d'attente pour obtenir un premier rendez-vous était d'environ 15 jours. Et c'est vrai que dans les impératifs de la collectivité, il y avait le souhait de réduire ce temps de premier accueil à 48 heures. C'est-à-dire qu'une personne qui se présente au service social doit pouvoir être reçue dans les 48 heures pour avoir une première évaluation sociale de ses besoins et un premier accompagnement. Ok, donc passer de 15 jours à 48 heures, c'est quand même une très très belle évolution. Comment tu as fait ça? Alors, comment on a fait? Il faut savoir qu'on est plusieurs espaces départementaux des solidarités dans le département. Certains espaces départementaux des solidarités avaient mis en place ce qu'on appelle le premier accueil sans rendez-vous. Et donc, pour moi, le fait de transformer la prise de rendez-vous en accueil sans rendez-vous, alors je le précise parce que les personnes, quand elles se présentent, elles prennent un rendez-vous. Et c'est là où il y a un délai d'attente de 15 jours. L'idée, c'était qu'il n'y ait pas de rendez-vous de données, mais que la personne puisse être reçue directement. Donc comme je savais que sur le site où j'étais auparavant, c'était quelque chose qui s'était fait et qui fonctionnait très bien, je me suis dit, je vais m'appuyer de cette première expérience, de cette expérience réussie pour la transporter aussi dans le nouveau site sur lequel j'étais. Et donc, j'ai associé en fait les professionnels à ce projet. En fait, on a fait le constat ensemble. C'était insatisfaisant en fait le rendez-vous sous 15 jours, que ce soit pour les usagers. On avait un certain nombre d'entre eux qui venaient plus du coup au rendez-vous parce qu'ils avaient déjà trouvé une réponse ailleurs ou alors ils avaient laissé tomber. Du coup, on créait quand même un peu de non-recours. Donc, on a partagé les constats avec les équipes. Et ensuite, on s'est dit comment on va travailler le changement. Donc, je pense que ce qui a permis la réussite de la transformation de notre modèle d'organisation, c'est le fait d'avoir tout de suite partagé les constats avec les équipes, les avoir associés aux modalités d'organisation. Et puis ça s'est fait en 3 mois, ça a été fait. Voilà. Oui, parce qu'il y a peut-être un peu de résistance de la part des équipes, parce que accueillir sans rendez-vous, ça veut dire qu'il faut quelqu'un toujours présent, disponible, et où en tout cas, s'il est déjà en rendez-vous, il y a une liste d'attente, mais en tout cas, on prend les personnes quoi qu'il arrive en fait. Ça suppose quand même une sorte de mini-astreinte. En fait, la crainte des professionnels, c'était celle d'être débordés de demandes. C'était celle de ne pas pouvoir justement recevoir les personnes dans de bonnes conditions. Et vraiment, je pense que les professionnels avaient le souci de rendre un service qualitatif en fait au public. Quand le rendez-vous il est immédiat, ça demande une certaine réactivité des professionnels, une certaine polyvalence immédiate, alors que lorsque la personne est reçue sur rendez-vous, on a le temps de préparer le rendez-vous. C'était un peu la différence. Du coup, il a fallu rassurer les équipes là-dessus. Ça correspond à combien de personnes en termes d'équipe sur tes 2 postes de cadre?
C'est à peu près une trentaine d'agents qu'on encadre avec leur responsable en binôme en fait. D'accord, sur cette première expérience. Et aujourd'hui, en tant que responsable de l'espace départemental? Alors aujourd'hui, en tant que responsable de l'espace départemental, c'est un peu différent puisque la particularité des EDS, c'est qu'on a plusieurs services en fait au sein d'un même lieu. On va avoir le service social polyvalent, donc là où je suis en hiérarchie directe avec mon adjointe et une équipe composée d'à peu près 30 professionnels sociaux et administratifs. On a aussi un service, le service de l'aide sociale à l'enfance, avec une responsable enfance qui va encadrer aussi une équipe d'éducateurs spécialisés ou d'assistants sociaux, etc. Ils sont à peu près, ça peut aller jusqu'à 10, voilà, voire plus hein, pour les plus gros EDS. On a aussi le service PMI, donc de la protection maternelle et infantile, qui sont chapeautés par un médecin de PMI et avec des puéricultrices, du coup, qu'elle va encadrer, des sages-femmes. Et on a enfin un espace autonomie avec une responsable d'espace autonomie et des conseillères autonomie. Donc en fait, Plutôt du coup, pour les personnes âgées, pour les l'autonomie? personnes en perte d'autonomie, exactement, D'accord. ou en situation de handicap. Et du coup le service en lui-même, il compte à peu près une cinquantaine d'agents au total. Ça peut aller jusqu'à 80 pour les plus gros EDS. Hein. D'accord, ok, on y voit un petit peu plus clair sur l'organigramme, un petit peu comment toi, en tant que responsable de l'EDS, vu qu'on va quand même utiliser les acronymes maintenant qu'on les a expliqués, est-ce que pour autant, tu as toujours du terrain? Est-ce que tu as toujours du lien direct avec le terrain? Ou vraiment, aujourd'hui, tu n'as plus trop le temps et tu es plutôt sur du pilotage, de la coordination avec justement ces trois services? Comment ça se passe? C'est vrai que la casquette de responsable de DS, en fait, elle enveloppe un certain nombre de missions. Hein. Donc, on a effectivement la mission du conseil technique aux agents, on va avoir la mission du pilotage du service, de la mise en œuvre des projets, le respect, la mise en conformité aussi par rapport à la réglementation sur toutes les règles d'hygiène et de sécurité. Hein. Ça fait partie aussi de notre casquette. On a toutes les questions RH qui sont à gérer, que ce soit au niveau des absences, des recrutements, parce qu'on a, en tant que service public, on a forcément cette obligation de continuité d'activité qu'il faut pouvoir assurer, y compris dans des contextes particuliers. Et donc, je garde un peu de terrain de ma place de responsable de DS, notamment quand il y a une difficulté qui se pose entre un usager et un travailleur social, quelle que soit la difficulté. Hein, ça peut être un lien rompu, ça peut être un mécontentement, une insatisfaction, ça peut être une situation d'agressivité, un rappel au cadre. Enfin voilà, c'est Donc il y a du terrain, mais c'est du terrain très particulier, très exactement, exceptionnel d'ailleurs. exactement, c'est exceptionnel. Quelles sont un peu les semaines types en tant qu'assistante sociale, mais aussi aujourd'hui en tant que responsable? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le quotidien? Alors le quotidien d'une assistante sociale, hein, c'est déjà la réception du public sur rendez-vous ou sans rendez-vous. Voilà, il y a des permanences, on appelle ça les permanences d'accueil des publics. On en a 2 ou 3 par semaine, c'est en fonction. Et donc, admettons, voilà, on reçoit les personnes dans le cadre de cette permanence-là. Dans les personnes qu'on reçoit, différents sujets sont à traiter. Ça peut être un accompagnement sur une problématique logement, ça peut être une ouverture de droit, par exemple, dans le cadre de la santé à réaliser. Donc on reçoit les personnes, on récupère les informations, on en donne aussi. Et donc ça, on va dire, c'est le matin. Et l'après-midi, on va être sur le traitement des demandes. C'est-à-dire qu'on va faire le lien avec les partenaires. On va aller chercher les dossiers à constituer. On va récolter les informations qui vont nous permettre d'avancer sur la situation. On peut aussi se retrouver dans une même semaine à aller en visite à domicile auprès d'une personne qui ne peut pas se déplacer pour faire l'entretien à son domicile. Et puis voilà, nos journées fluctuent entre réception du public, traitement de la demande, organisation de réunions. On peut aussi être amené en tant qu'assistante sociale à organiser des synthèses. On va réunir un ensemble de partenaires autour d'une situation particulière pour essayer d'avancer au mieux dans la situation. Donc ça, je dirais, c'est un peu la journée type de l'assistante sociale. Mais c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Là, je suis plus en train de dire un peu les différentes modalités d'organisation qu'on a et qu'on peut mettre à l'œuvre. Du côté du responsable, j'ai envie de dire que c'est un peu... c'est un peu la même difficulté à établir une journée type puisque on va être amené on peut être sur une même matinée être sollicité aussi bien pour une question RH que pour une question logistique. On a un certain nombre d'informations qu'on reçoit
en tant que service social départemental, hein, puisqu'on est au cœur de l'action sociale et du coup, on a des informations qui nous viennent de l'institution, qui nous viennent de nos partenaires aussi, qui nous viennent des usagers directement. Donc, il y a une masse d'informations à traiter par mail essentiellement. On a aussi tout le travail partenarial qu'on engage sur nos territoires. Du coup, c'est les rendez-vous qu'on va organiser, qu'on va proposer. C'est aussi les projets qu'on va piloter. Je prends l'exemple, nous, sur notre territoire, on est en train de constituer un réseau autour des violences intrafamiliales et donc il faut l'organiser en lien avec les partenaires en copilotage ou en association. Et on a l'organisation des réunions qui peuvent être nombreuses aussi. On a les réunions d'équipe, on a les réunions au niveau de l'encadrement, on a les réunions de service. Voilà, on a quand même un temps de travail collectif aussi. Et puis on a des groupes de travail auxquels on participe à l'échelle départementale dans le cadre de l'amélioration du service qui est rendu entre responsables. Entre autres. D'accord. Est-ce que dans 10 ans, tu auras déjà fait peut-être le tour de ces missions et tu voudras évoluer à nouveau et changer de poste? Ou en fait, quand on est dans cette famille assistante sociale, on a envie d'y rester et la conviction est tellement forte qu'en fait, on reste dans cette mission. Comment tu te vois un petit peu dans 10 ans? Quelles sont les pistes d'évolution? Dans 10 ans, alors toujours dans le social, parce que moi c'est vraiment quelque chose qui me porte, qui m'anime très honnêtement. Après, c'est vrai que j'ai une appétence particulière pour la protection de l'enfance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai passé cette année le diplôme universitaire de protection de l'enfance pour avoir un bagage supplémentaire sur cette thématique-là. Et donc, c'est vrai que je suis dans l'hésitation entre une bifurcation pour me spécialiser dans la protection de l'enfance, mais sur du coup des postes de direction, pour être surtout l'aspect stratégique, élaboration des politiques, de la politique territoriale. Ou alors de rester sur ce volet polyvalent qui me permet d'être justement de ne pas être spécialisé et d'être alerte finalement sur l'ensemble des politiques sociales, tout en ayant une part protection de l'enfance qui de toute façon est de fait rattachée à l'action sociale. Donc dans 10 ans, je me verrai peut-être sur un poste en direction où je peux être dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets stratégiques avec un accent mis sur toutes les questions préventives. Et quand tu parles direction, c'est direction centrale au niveau départemental? Ou est-ce que, avec le ministère de la Santé, par exemple, vous travaillez étroitement? Non, moi je suis très collectivité territoriale. On va dire, c'est la maison qui m'a recruté, qui m'a fait grandir. En plus, c'est une collectivité dans laquelle je suis très à l'aise. Voilà. C'est une collectivité qui donne de belles opportunités, qui permet vraiment la progression, l'évolution de carrière et qui nous donne les moyens d'y arriver. Et puis je me retrouve moi dans la politique sociale qui est engagée, qui est menée auprès des publics. Et donc c'est vrai que là je ne suis pas du tout dans une perspective de changer de collectivité ou d'aller à l'État ou dans une autre fonction publique. Hein. C'est pas dans mes perspectives en tout cas à l'heure actuelle. Okay. Donc Ok, très bien. Donc direction ou alors encore sur le terrain en polyvalence, en unité un petit peu déconcentrée. On va basculer sur la partie 3, sur les conseils pour nos éditeurs. Partie 3, partie sur les conseils. D'abord une anecdote, un conseil professionnel que tu as envie de partager par rapport à une situation que tu as vécue et où tu aurais aimé savoir en amont comment réagir. Alors, quand je suis arrivée sur mon premier poste d'assistante sociale donc, au département, j'ai été amenée à recevoir une personne allocataire du RSA avec laquelle il fallait travailler son projet d'insertion, puisque les allocataires du RSA, on doit les accompagner dans un projet d'insertion et elles doivent signer ce qu'on appelle un contrat d'engagement réciproque. Quand cette dame est arrivée au rendez-vous, elle était accompagnée d'un monsieur. Et donc, j'ai senti une gêne, en fait, de la part de cette dame-là quand je lui ai dit, c'est bien vous, madame Untel, je vais vous recevoir pour un entretien. Et je lui ai demandé si elle souhaitait être accompagnée de ce monsieur ou non. Et en fait, avant même qu'elle réponde, c'est monsieur qui répond et qui dit, oui, elle veut être accompagnée, sinon je ne serais pas là. Bon, du coup, je me dis, c'est assez étrange comme approche. Et je regarde madame qui baisse la tête et je lui dis, madame, est-ce que vous souhaitez être accompagnée de monsieur avec vous? Et là, elle hoche la tête en disant oui. Bon, très bien, donc on va en entretien. Et pendant l'entretien, à chaque fois que je posais des questions à madame, c'est monsieur qui répondait.
En fait, je me suis retrouvée dans l'impossibilité de mener cet entretien avec cette dame-là, monsieur prenant tout le temps la parole. Et il y a eu un moment où je me suis un peu fâchée en disant, écoutez, monsieur, moi, si vous répondez à la place de madame, je ne vais pas pouvoir poursuivre l'entretien. On ne pourra pas travailler le projet d'insertion de madame, hein, c'était sa femme en fait, hein, je ne l'ai pas précisé. Et donc, je vais devoir mettre court à l'entretien et recevoir votre femme toute seule. Et là, elle me dit non, parce que de toute façon, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle ne va rien comprendre, elle ne comprend rien de toute façon, et que s'il n'est pas là, l'entretien ne pourra de toute façon pas se faire. Bon, je sens quand même qu'il commence à être un peu énervé, un peu fâché. Plus j'insiste et plus il se fâche. Et plus je sens cette dame un peu, oui, être dans une situation de repli. Puis au bout d'un quart d'heure d'entretien un peu compliqué comme ça, où j'arrive vraiment à pas tirer grand-chose de madame, je dis à monsieur, bah écoutez, on va mettre fin à l'entretien, le contrat il peut pas être signé. Et il me dit, si madame a pu signer le contrat, donnez-lui, elle va le signer. Et donc je dis, ça n'est pas possible puisque je ne peux pas faire signer le contrat alors que madame n'a même pas pu s'exprimer, que c'est son projet à elle. Et il explique que ça peut pas être son projet à elle parce qu'ils sont mariés et que c'est un projet, enfin que son projet à elle c'est son projet à lui et que c'est pas possible. Enfin bon, un entretien très compliqué. Finalement, voilà, 5 minutes supplémentaires comme ça à être parce que monsieur a insisté pour que pour que le contrat puisse être signé. Madame se met à pleurer en fait, hein. Je sens qu'une situation de détresse et donc bon bah j'écourte l'entretien et je dis bah vous allez recevoir un autre rendez-vous. Vraiment je mets fin. Et j'en parle ensuite avec ma responsable de cet entretien que j'ai trouvé très particulier et très complexe. Et il s'avère que c'était une situation en fait de violence conjugale, hein, tout simplement. Et ma chef me dit, mais tu sais, quand tu sens que l'entretien ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a une résistance à un moment donné, bah, c'est bien de mettre fin sans trop tarder parce que le fait d'avoir insisté, voilà, pendant ces 20 minutes, bah, ça a été 20 minutes difficiles pour cette dame à qui on renvoyait concrètement une incapacité, une incompétence. Et c'était pas l'aider en fait que de maintenir l'entretien sous cette forme-là. Et que voilà, c'est un exemple d'entretien que je considère comme des entretiens impossibles, en fait, des entretiens où, en tant qu'assistante sociale, bah, on a envie de bien faire, on a envie d'aller au bout de ce pourquoi on a fait venir la personne. Et au final, bah, le fait de ne pas avoir accepté tout de suite bah, que c'était peine perdue, et ben ça a mis madame plus en difficulté qu'autre chose. Et si c'était à refaire, en fait, tout simplement, cette dame-là, c'était ne pas la recevoir avec monsieur dès lors qu'on a senti qu'il n'y avait pas de réelle volonté de sa part et proposer un entretien uniquement seul et repréciser à monsieur l'impératif que madame soit reçue seule plutôt que d'avoir laissé ce choix-là alors qu'il y avait déjà des petits éléments, des petits clignotants. Parce que oui, toi tu voulais bien faire et tu pensais d'une certaine manière que tous les entretiens étaient possibles, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et donc le conseil que tu aurais aimé recevoir, c'était donc parfois, il est préférable de temporiser, de ne pas forcément recevoir, mais plutôt de recadrer la chose et donc d'organiser un entretien d'une manière différente que le cadre normal, on va dire. Mais parce qu'au final, tu n'étais pas obligé de recevoir cette dame avec une personne qu'elle choisissait, ou du moins qu'elle s'est vue imposer par son mari. Non, il n'y avait aucune obligation de recevoir madame avec monsieur, hein, pas du tout. D'ailleurs, c'est préconisé de recevoir les personnes plutôt seules. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai priorisé, mais aussi, hein, de par ma jeune expérience à l'époque, bah, la formalisation de ce contrat d'engagement hein, qui, s'il n'était pas formalisé, pouvait donner droit à une suspension de droit. Hein. Donc c'était un objectif un peu prioritaire. Donc j'ai un peu fait le focus là-dessus au détriment finalement bah, de tous les clignotants que j'avais autour et qui montraient bien que les conditions n'étaient pas réunies pour que l'entretien se fasse le plus sereinement possible. Mais rassure-moi, la petite touche positive, cette personne, elle est revenue, elle a pu signer ce contrat ? On a dû user de stratégie pour pouvoir recevoir madame seule, c'est-à-dire que quand on a envoyé le courrier de rendez-vous, on a bien précisé qu'elle devait être seule pour la signature du contrat et que si l'entretien, enfin que voilà, que si elle n'était pas seule pour cet entretien-là, il ne sera pas possible de réaliser le contrat d'engagement. Et donc madame a pu venir à l'entretien seule et on a pu évoquer avec elle, y compris les difficultés qu'elle pouvait rencontrer dans cette situation conjugale dans laquelle elle était. Et ensuite, bah, au fur et à mesure, on a établi un lien avec madame D'accord. pour qu'elle sorte de cette situation. Bon, sinon, sur les concours, est-ce que tu as un conseil sur comment aborder cette épreuve de notes de synthèse, par exemple, et surtout l'oral, où on doit faire état de motivation ? Est-ce que tu as un conseil de préparation ?
Alors, le conseil que je donnerais pour les concours, c'est qu'il faut travailler. Enfin, c'est clair que si on pense y aller les mains dans les poches et que ça peut passer, bah, c'est pas forcément le cas. Parce qu'il y a une méthodologie à connaître, il y a un timing à respecter. C'est souvent d'ailleurs le timing qui peut mettre plus en difficulté qu'autre chose, puisqu'on a 4 heures avec un document d'une trentaine de pages qu'il faut pouvoir synthétiser et il faut pouvoir, sur le temps de l'épreuve, alors là je parle de l'épreuve de catégorie A, il faut pouvoir proposer des solutions opérationnelles, c'est-à-dire déjà se mettre en position d'encadrement pour proposer des solutions opérationnelles. Donc il y a une partie écrite qui mobilise de l'énergie et sur lequel il faut vraiment être préparé. Et quand on est admissible, c'est le deuxième challenge, c'est de passer le cap de l'oral. Et le cap de l'oral, c'est toutes les questions de connaissance de la collectivité territoriale, en tout cas de connaissance de la fonction publique, les droits, les obligations, enfin on va dire les grands enjeux aussi que traverse la société en lien avec les politiques publiques. C'est aussi les questions d'attitude, de posture. Et c'est vrai que ce qui est souvent pas suffisamment identifié pour quelqu'un qui passe un concours pour la première fois, c'est toute la question de la posture, de l'attitude et du non-verbal, qui vraiment, je pense, impacte aussi à l'oral, au-delà des connaissances et de la présentation de son parcours. Le non-verbal qui est effectivement très pénalisant. Et quand on n'y a pas pensé, vraiment, ça peut faire la différence. Est-ce que tu as un conseil de lecture, une citation, quelque chose qui te semble important à partager à nos auditeurs ? Peut-être une citation que j'aime bien parce que je la trouve très, très, très vraie. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi ? Oui, parce que je pense que quand on a un objectif, qu'on a un projet, qu'on souhaite réaliser, faut y mettre un peu de soi, y croire, mettre en place les actions qui vont nous mener à cet objectif et ensuite ça se fera. La magie opère. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Ah oui, moi je voudrais te remercier de me laisser la parole sur ce champ professionnel qui est celui du social, qui est pas très connu, pas très visible, alors que c'est un travail de fond très important pour maintenir le lien social dans la société. Et donc, je suis ravie d'avoir participé à ce podcast. Je te remercie moi à mon tour d'avoir contribué à éclairer nos auditeurs justement sur ces questions du social. Des questions souvent qu'on a du mal à appréhender de manière très concrète. Et donc là, j'espère que nos auditeurs seront incollables sur les questions du social. Je te remercie. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux et nous soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, et surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.